Paddy Pimblett s'est lancé dans une attaque frontale contre Ilia Topuria, le visant de tous les côtés. Il a affirmé que Topuria avait reçu son combat pour le titre en cadeau, qu'il était un adversaire bien plus simple qu'Arman Tsarukyan, et il l'a accusé d'avoir copié tout le personnage de Conor McGregor. Paddy a souligné que si on lui avait offert une route aussi facile vers la ceinture, il serait déjà champion depuis longtemps. Et c'est là que tout devient intéressant. Arman lui-même a confirmé que, selon le plan de l'UFC, la priorité pour le titre des poids légers est bien le duel entre Ilia et Paddy. De plus, le journaliste espagnol Álvaro Colmenero a révélé que l'organisation veut ouvrir l'année 2026 avec un tournoi gigantesque dans le cadre de son nouveau contrat avec Paramount, et que la star de la soirée devrait être Ilia, très probablement face à Paddy. Dans son entretien de 20 minutes avec les médias espagnols, Paddy a tout expliqué en détail. Son objectif initial était un combat éliminatoire numéro 1 contre Justin Gaethje. Mais lorsque celui-ci a refusé, l'UFC a changé de direction. Désormais, Paddy est totalement concentré sur El Matador et promet de dominer et d'user le champion géorgien lorsqu'ils s'affronteront. Tous deux sont convaincus qu'ils sont parfaitement assortis. Ilia est persuadé que Paddy n'a aucune défense de tête et qu'il finira au tapis. De son côté, Paddy est convaincu qu'Ilia n'a aucune compétence en lutte et qu'au sol, il ne pourra absolument rien proposer. Je pense qu'Ilia a eu le chemin le plus facile vers la ceinture. Il lui a suffi de battre Josh Emmett pour obtenir un combat de titre. Mais qui a-t-il vraiment battu? Ryan Hall, Josh Emmett et puis Bryce Mitchell. C'est l'un des parcours les plus simples vers un title shot que j'ai jamais vu. Michael Chandler, à son époque, devait passer par Josh Emmett. Bryce, je l'apprécie beaucoup d'ailleurs. Et Josh aussi, ce sont de bons combattants. Mais Chandler avait battu tous ceux qu'il y a à affronter avant de rencontrer Volkanovski. Et il n'aurait pas battu Volk si celui-ci n'avait pas été mis KO 8 semaines avant, 12 semaines avant. Tout s'est enchaîné parfaitement pour Ilia, sauf au moment où il devra me rencontrer. Moi, j'accepterais volontiers un autre combat avant un title shot. Mais comme je le répète sans cesse, c'est ce combat-là qui a du sens. Avec Ilia, nous avons une histoire, et ce duel rapportera à l'UFC plus d'argent que n'importe quel autre qu'il pourrait organiser. Donc, ils doivent le faire. Et en termes de style, Arman est pour moi un adversaire plus dangereux. C'est un vrai poids léger, il a, à mon avis, une meilleure lutte, et en général, il combat différemment. Justement par le style, Arman représente pour moi une épreuve plus difficile. Jon Anik et Kenny Florian était complètement emballé après la prestation impressionnante de Diego Lopez lors du tournoi UFC Noche contre John Silva, soulignant que ce garçon avait tout pour devenir un jour champion. Certes, Lopez s'est incliné face à Alex Volkanovski, et les supporters ne se précipitent pas encore pour voir une revanche, d'autant plus que Murphy s'est déjà assuré un combat pour le titre après ce KO insensé, avec un coup de tournant contre Aaron Pico. La communauté du MMA attend ce duel avec impatience. Mais Diego vient de signer une victoire énorme, et s'il brille encore une fois dans l'octogone, il est tout à fait possible qu'on recommence à le considérer comme prétendant à la ceinture. Il y a toutefois un « mais », et ce nom est Movsar Evloev, ce même combattant qui a déjà battu Lopez et qui mérite sans doute plus que quiconque une chance pour le titre, mais qui est actuellement écarté à cause d'une blessure, ce qui complique la situation. Même le champion Volkanovski a reconnu la performance de Diego, affirmant qu'il pourrait être un challenger potentiel à l'avenir, tout en précisant que des athlètes comme Moser et Murphy restent eux aussi dans la course. Tout cela démontre que la catégorie des poids plumes est toujours saturée de talent et demeure l'une des plus compétitives. Cette nuit-là, quand Alexander Volkanovski a battu Diego Lopez, j'ai eu l'impression qu'on voyait le Volk classique. Et dans cet état où il était si léger, insaisissable et parfait dans chacun de ses mouvements, très peu de combattants auraient pu le battre. Diego Lopez peut-il devenir champion du monde? J'en suis absolument convaincu. Et vous savez ce qui est apparu clairement à propos de Diego Lopez pendant ces quelques minutes, presque 2 rounds? Il adore infliger des dégâts. Il est extrêmement agressif et spectaculaire. Avec lui, les combats sont toujours captivants. Je pense que c'est précisément cela qui va encore plus le propulser comme une star. Et pourra-t-il décrocher la ceinture? Oui, je pense qu'il le pourra. Il a sans aucun doute le talent nécessaire pour y parvenir. Mais on a déjà vu que face à un maître du striking comme Jean Silva, il avait des faiblesses. C'est pourquoi si Diego améliore sa défense debout et prend des décisions plus réfléchies quand il amène le combat au sol, je considère sans la moindre hésitation qu'il est capable de devenir champion dans sa division. Alex Pereira a créé une véritable sensation dans sa toute nouvelle vidéo sur YouTube, en racontant qu'il avait croisé Magomed Ankalaev et son équipe lors du tournoi UFCI. Selon Alex, toute la scène s'est transformée en humiliation pour Ankalaev, qui, d'après lui, se serait littéralement caché dans une petite pièce dès qu'il a compris que Pereira avançait dans sa direction. L'ancien champion n'a pas retenu ces mots. Il a démoli Ankalaev,
le qualifiant de champion pitoyable et de véritable honte pour ce sport. Powhatan est allé encore plus loin en lançant sur un ton sarcastique que Magomed pourrait très bien escalader la cage et s'enfuir en plein milieu de leur prochain affrontement. Le mépris était limpide, et Pereira a clairement fait comprendre qu'il ne voyait que de la faiblesse dans la mentalité du Russe. La revanche s'annonce explosive et particulièrement brutale. Pereira paraît totalement concentré et déterminé à reprendre la ceinture qui lui a échappé. De son côté, Ankalaev promet exactement l'inverse. Il affirme que, cette fois-ci, il n'ira pas jusqu'au juge et qu'il finira Pereira lui-même. Le mois d'octobre approche à grands pas, et la rivalité entre eux brûle plus fort que jamais. Un truc marrant vient de se passer quand je sortais du pays. J'ai vu l'entraîneur d'Ankalaev là-bas. Moi, je suis resté à l'écart, je n'ai pas croisé Ankalaev. Et le plus drôle, c'est que, quand je quittais le pays, en arrivant à ma voiture, un membre de mon équipe était encore à l'intérieur et il a entendu une fille du pays dire à Ankalaev « Tu peux entrer maintenant, il est déjà parti ». Genre, bordel, il se cachait. Ils l'ont planqué dans une petite pièce. Ce type pense que je vais tomber sur lui et me battre direct. J'ai l'air d'un idiot, frère? Franchement, j'aurais géré ça bien mieux, tu vois. Mais le simple fait qu'il se cache dans une pièce juste parce que je suis au même endroit que lui. Pff, mec, c'est une mauviette, une vraie mauviette. Mais c'est quoi ce champion? Un champion minable. Je sais, c'est dur à dire, mais c'est un champion de merde, mec. Voilà le genre de type que c'est. Et tu sais pourquoi? Pas à cause de ce qu'il raconte, mais parce qu'aujourd'hui il se planquait dans une pièce. Il a montré qu'il était lâche, on verra bien. En parlant du tournoi UFC 320, il faut dire que le combat co-principal entre Merab Dvalishvili et Cory Sandhagen fait déjà monter la température. Le champion a clairement annoncé qu'il comptait mettre Cory KO, mais ce dernier a répliqué aussitôt, jugeant ce plan insensé et rappelant qu'il serait une grave erreur de le sous-estimer. Cory sait parfaitement que la pression, le rythme et l'endurance de Merab ne sont pas une plaisanterie, et qu'échanger directement des coups avec lui représente un choix risqué. De plus, l'entraîneur du Géorgien n'a jamais autant vanté son élève, affirmant qu'après sa victoire éclatante par soumission contre Sean Ali, Merab s'était transformé en un combattant totalement différent. Chaque aspect de son arsenal, de son rythme infernal et de sa lutte à sa technique de frappe, son intelligence de combat et sa préparation physique, a atteint un nouveau palier, faisant de lui une menace complètement renouvelée dans la cage. Avec un enjeu aussi élevé, la tension croissante et la confiance des deux côtés, ce Common Event s'annonce comme l'un des affrontements les plus spectaculaires de l'année, capable de redessiner entièrement le paysage de la catégorie des poids coqs, selon qui en sortira vainqueur. Et puis aussi, Merab épuise énormément ses adversaires. Je pense que pendant ce camp, on a fait un travail vraiment excellent. On s'est entraîné jusqu'à la limite, mais pas seulement en forçant, aussi en apprenant à agir intelligemment au bon moment. Il a fallu défendre avec acharnement ses tentatives de mise au sol et revenir immédiatement au striking. Et en dehors de ces deux chemins possibles vers la victoire, qu'est-ce que Merab peut faire d'autre? Me mettre KO? Ça, c'est tout simplement irréaliste. Donc ce combat se déroulera debout. Ce sera moi en train de repousser ses tentatives d'amener au sol. Et oui, j'ai entendu qu'il disait vouloir boxer, mais ce n'est pas vrai. Et si jamais c'est vrai, alors c'est une idée terrible. Ne fais pas ça, Merab. Mais de toute façon, le combat se jouera quand même là-dessus.